Merci, c'est Abdelrazak, pour m'avoir donné d'abord l'occasion de m'exprimer sur l'œuvre d'un auteur maghrébin de renommée mondiale, C.S. Menardra, et de surcroît en sa présence, c'est un grand honneur. J'ai choisi comme titre à mon intervention la thématique de la violence dans l'œuvre de Yasmin Akhdara, terrorisme et sionisme dans l'attentat et Khalil. En fait, rendre compte de l'ensemble de l'œuvre romanesque de Yasmin Akhdara est une véritable gageure qui nécessite tant de lire, tant d'étudier, tant d'apprécier, et investissement académique et intellectuel, choix de l'approche critique et de la méthode, contextualisation et ancrage multidimensionnel de l'œuvre, ce qui n'est pas tout à fait évident, car l'œuvre est colossale, riche dans sa thématique. L'œuvre est problématique dans son approche. L'œuvre est ouverte dans la mesure où elle échappe à une lecture fermée et définitive. D'où la nécessité de lire avec prudence une telle œuvre, au risque de déformer la vocation de l'écriture romanesque ou de confondre fiction et réalité, fiction et histoire. Il serait donc prétentieux de vouloir appréhender le sens et la signification de l'œuvre dans sa totalité. Mais dans cette modeste intervention, j'essaierai de poser plus de questions sur l'œuvre de Yasmin Akhdara que d'apporter des réponses. Et mes interrogations porteront en particulier sur deux œuvres à problème, L'attentat et Khalil, dans la mesure où ces deux romans soulèvent le problème du rapport de la violence et du politique, à travers deux aspects importants, deux manifestations principales, à savoir le phénomène du terrorisme d'une part et le problème du sionisme d'autre part. J'évite d'employer l'expression conflit israélo-palestinien. Ces deux manifestations nous interpellent sur le sens de la justice, de la légitimité, de la légalité, bref, sur des valeurs liées à l'exercice de la violence et du pouvoir. Pour rappel, l'attentat, roman publié en 2005, raconte l'histoire d'un personnage nommé Amin Jafari, médecin palestinien naturalisé israélien, travaillant dans un hôpital, qui est amené à soigner les victimes d'un attentat perpétré par une femme kamikaze dans un restaurant. Il apprend que le kamikaze n'est autre que sa femme, Siham, et son geste inexplicable fait basculer sa vie. Khalil, roman publié en 2018, est l'histoire d'un jeune maghrébin devenu terroriste, mais qui a échoué dans sa mission de se faire exploser au cours des attentats de Paris en 2015. Le roman revient sur le processus de radicalisation du jeune homme et analyse les conditions objectives qui ont précipité cette évolution vers le passage à l'acte radical et violent. Mon intervention interrogera donc l'engagement, le dégagement ou le désengagement de l'auteur, car en traitant de tels sujets, des sujets sensibles pour le lecteur occidental comme pour le lecteur arabo-musulman, avec audace et lucidité, Yasmin Akhdara ne définit-il pas de nouveaux enjeux du roman engagé, des enjeux liés à l'histoire immédiate, à l'histoire en train de se faire dans un espace nouveau, dans un espace-temps nouveau. Dans ce cas, puisqu'on manque de recul suffisant par rapport à l'événement historique, ne risque-t-on pas de perdre le sens de l'histoire, de pervertir le sens historique, de déformer la marche de l'histoire? Quelle thèse, s'il y a thèse, ces romans défendent en fin de compte? D'autre part, ne pourrait-on pas soutenir que l'écriture romanesque de l'auteur se définit une nouvelle vocation, celle de traduire l'ambiguïté de la signifiance, la complexité des points de vue et de l'interprétation, qui impose une certaine distanciation, qui n'est pas forcément neutre, ce qui pourrait être considéré comme une invitation qui favorise un dialogue entre les égaux, les valeurs et les perspectives. Du coup, c'est au lecteur de se situer lui-même en prenant en compte ses propres expériences, ses visions et ses appréhensions. Donc,
la thèse n'est pas à chercher dans l'œuvre de Yasmina Khadra, mais elle est à construire. Quelle fonction attribuer alors à la fiction? Une fonction didactique, une fonction thérapeutique, une fonction esthétique? Dans tous les cas, l'œuvre de Yasmina Khadra, parce qu'elle dérange les politiques, secoue nos êtres, ébranle nos convictions, ne peut pas laisser le lecteur indifférent et passif, qu'il soit de ce bord-ci ou de ce bord-là. Si l'œuvre est ainsi, que penser du moi de l'auteur quant au traitement de l'histoire, de l'événement historique? Est-il également fuyant et indécis? Faudrait-il par conséquent le chercher dans les différents personnages de ces romans, qui ne sont en fait que des masques qui cachent son moi, c'est-à-dire des facettes de son moi? Quelle mission incombe alors aujourd'hui au romancier situé dans l'espace conflictuel du moi et de l'autre, situé dans l'espace de l'universalité différentielle? Pour finir, ne pensez-vous pas, Yasmina Khadra, que le développement d'une littérature maghrébine d'expression française, j'évite de dire francophone, soit le résultat de la pression qu'exerce la culture occidentale dominante, française en particulier, sur la culture et la langue locale? Voilà, merci. On va écouter. Merci à vous, c'est Abdelmalki. Donc, à vous la parole, c'est Yasmina Khadra. Non, mais c'est beaucoup de questions. On n'a pas une voie à suivre, on n'a pas une synthèse à faire de tout ça. Moi, je pense que d'abord, il y a plusieurs ambiguïtés dans votre approche. Dire que c'est la pression de la culture française ou de la langue française qui influe sur ce que nous produisons dans le Maghreb. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres, mais pour moi, pas du tout. Pas du tout. J'ai toujours voulu écrire. J'ai voulu écrire en arabe. Je n'ai pas été encouragé dans ce sens par mes professeurs. Et j'ai choisi la langue française par défaut. Et j'ai découvert que c'est une langue magnifique et elle m'a permis de m'exprimer exactement comme je le souhaitais. Donc, il n'y a pas. Déjà, il faut absolument arrêter de nous connecter viscéralement à la culture occidentale. Elle nous a servi certainement, mais nous avons aussi la nôtre. En France, on me dit, Monsieur Khadra, vous écrivez en français, mais pas comme les Français. Et c'est vrai, j'écris en français, mais pas comme les Français. J'écris avec ma sensibilité d'Algérien, avec ma sensibilité de maghrébin, je suis avec ma sensibilité dans du Sahara. Il y a tout dans mes textes. Il y a la poésie, la philosophie, la vie. Il y a une âme. J'essaie d'insuffler une âme à mon œuvre. Parce que le livre qui ne vibre pas entre mes mains, ce n'est pas un livre pour moi. Donc, j'essaie par tous les moyens de faire en sorte que ce livre-là devienne presque tangible, de par son écriture, par son écho, par ce qu'il apporte. Donc, il faut se méfier. Tout à l'heure, le présentateur, M. Abdelrazak, il m'a présenté comme le Coelho au maghrébin. Il n'y a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est incomparable. Mais vraiment incomparable. Et lui, il m'a lu. Moi, je ne suis pas parvenu à le lire, pour vous dire. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais il faut arrêter de nous comparer. Il va dire qu'Albert Camus, non, on est ce que nous sommes. Nous apportons ce que nous avons à apporter aux autres. Et le monde a besoin justement de ce que nous pouvons lui apporter. Les gens qui sont fermes dans une bulle, qui sont persuadés d'avoir découpé le fil à couper le beurre, ben ce sont des gens qui se piègent. Le monde a besoin de toutes les cultures parce que chaque culture est une nourriture céleste qui nous permet de devenir être humain, citoyen du monde entier. Donc, il faut faire très attention. Je suis très allergique à cette comparaison. D'autant plus que je suis un peu mégalo. Alors, je n'aime pas être comparé aux autres. Pour revenir un peu aux deux livres, L'attentat et Khalil, l'attentat, d'abord, c'est une histoire bizarre. L'attentat est venu à un moment où je voulais quitter complètement la littérature. C'est-à-dire, pendant mes 36 ans d'armée, depuis que j'étais enfant, j'avais toujours idéalisé le monde des intellectuels. Pour moi, chaque écrivain était une sorte de prophète. Il
Il incarnait toute sa générosité, tout son talent, tout son génie. Et puis j'arrive à Paris et je découvre ce milieu intellectuel et je suis écœuré parce que je n'ai jamais vu de cruauté, de lâcheté, de mesquinerie, d'ignominie ailleurs que dans le milieu intellectuel à Paris. Déjà, il y a eu ce rejet parce que j'étais militaire tout de suite. Le cliché, c'est un espion, c'est un homme de service, c'est pas lui qui écrit, enfin, toutes ces histoires-là. J'ai dit, dans ma conception de l'intellectuel, c'est quelqu'un qui est éclairé et qui se doit d'éclairer les autres. Donc, il ne peut pas être l'otage de clichés. Il est au-dessus du cliché. Il va vers ce qui justifie justement, ce qui légitime son génie et son talent. Et j'ai trouvé que non, ce n'était pas exactement le monde que je voulais. Et j'avais décidé de rentrer dans mon pays, de ne plus jamais parler de littérature. Mais avant quand même, parce qu'avant avant 2001, j'étais un écrivain très lu en France. Et puis j'arrive et ça a été toute cette mascarade, cette supercherie, et cette mesquinerie, cette perversion de l'esprit, et je ne sais pas. Donc j'ai perdu tout mon lectorat. Environ 80% de mon lectorat, je l'avais perdu. Et j'étais écœuré, je voulais rentrer chez moi. Mais avant, je ne voulais pas sortir par la porte de service. Je voulais sortir par la porte d'entrée principale. Et donc, j'ai écrit l'attentat pour dire merci à tous les gens qui m'avaient lu sans pouvoir mettre un visage sur mon pseudonyme. Parce que pendant 11 années, j'ai écrit dans la clandestinité. Les gens me lisaient, mais ils ne savaient ni qui j'étais, ni comment j'étais, si j'étais une femme, un homme. Enfin, il y avait tellement d'affabulation en France autour de ma personne que ça m'a sauvé la vie. Parce que chacun racontait à sa manière comment il m'a rencontré. Certains ont été amoureux de moi à l'université, d'autres fiancés, d'autres disent que c'était un... Il y a une coupure. Oui, oui. De sang. Aux gens qui... Il y a un petit souci de débit. Donc, mais le traitement, moi, je ne voulais pas écrire un livre traditionnel concernant ce pays-là, le conflit israélo-palestinien. Je ne voulais pas palestinien, c'est traditionnel, ça n'apporte rien, c'est toujours le débat qui est biaisé. Donc, il y a un personnage qui incarne les deux. Il est palestinien, le conflit. C'est Yasmina, il y a un petit souci. Mais dans la... Il y a un petit souci de débit du son. On ne l'entend plus. On l'a perdu. Hein? On l'a perdu. Vous ne m'entendez plus? Il y a un petit souci de débit de l'Internet à votre niveau. Donc, ça entrecoupe. Ah, on est en France, hein? On n'est pas en Algérie. Non, ça va maintenant? Ça va, là, ça va, c'est bon. Non, apparemment. Et donc, je disais, je voulais écrire quelque chose, une approche assez philosophique de ce conflit. Les gens disent, je n'ai pas pris mon parti. Je n'avais pas à prendre mon parti. Je ne supporte pas les écrivains qui veulent m'imposer leur pensée. Je mets un maximum d'ingrédients entre les mains des lecteurs et c'est à lui de se faire une idée. Donc, j'ai pas, ce qui est injuste appartient à l'injuste. Et ce qui est sain appartient à ce qui est sain. Donc, je n'ai pas besoin d'y mettre mon grain de sel. Et d'ailleurs, ce livre-là me cause le plus grand problème de toute ma vie, l'attentat. Depuis que l'attentat est sorti, je suis devenu la bête à abattre. La bête à abattre. Donc, mais je suis toujours là, alhamdoulilah. Pour ce qui est de Khalil, c'était une réaction face à ce mouvement d'intellectuels en France qui essaie par tous les moyens de dresser la société française contre les musulmans. Oui, et on voyait défiler tous les jours des charlatans. C'est ce que j'appelle moi la grande ménagerie. La grande ménagerie parce qu'on ne voit que les chats huants, les oiseaux moqueurs, les singes hurleurs, et
et l'oiseau siffleur, on ne voit pas d'intelligence, on ne voit pas de responsabilité intellectuelle. Il y avait, je ne sais pas, certainement une force occulte ou, je sais pas, ou idéologique qui voulait à tout prix stigmatiser le musulman et faire en sorte que le voisin qui est là depuis 20 ans ou 30 ans devienne du jour au lendemain un danger potentiel pour tout l'immeuble. Et donc, j'ai écrit Khalil pour remettre les choses à leur place. Je leur dis, et c'est écrit noir sur blanc, le raciste et l'intégriste sont des frères siamois. L'intégriste est passé à l'acte et le raciste attend son heure. Et j'ai écrit encore plus loin dans ce même livre que le monstre, ce n'est pas celui qui se fait sauter sur la place publique, mais celui qui rend la monstruosité possible. C'est-à-dire toutes les humiliations, toutes les injustices, toutes les stigmatisations qui conduisent un jeune à renoncer à sa personne pour devenir un outil de vengeance. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Ça n'a rien à voir avec... Il n'y a pas d'ambiguïté, tout est clair dans ce que je fais. Tout est clair, il n'y a rien de... Voilà. Très bien. J'espère que j'ai répondu à vos questions. C'était des questions et je voulais donc vous faire parler donc, pour être plus clair. Non, voilà. Mais ce n'est pas vous. Pas de problème. Ce n'est pas vous. J'ai lu, par exemple, surtout dans la presse, le problème, c'est que chez nous, d'ailleurs, je l'ai dit avec une certaine responsabilité que j'assume, 55 ans de réflexion m'ont amené à dire qu'il y a les races et il y a les espèces. Oui. Les races imposent leurs valeurs et les espèces contestent les leurs. Quand on prend, par exemple, le milieu intellectuel algérien, vous savez que je ne suis même pas cité parmi les écrivains. On ne me cite pas, on n'ose pas me citer. Et pourtant, je suis celui qui a porté la littérature algérienne dans le monde entier. Même en Asie, en Indonésie, la Corée, le Bangladesh, l'Arménie, la Kirghizie, le Vietnam, dans le monde entier. Et au lieu de me dire merci pour ce que vous faites, vous avez rendu cette littérature, vous êtes en train de nous ouvrir des portes, ils sont dans cette gêne qui prouve l'absence totale de noblesse, parce que la noblesse, c'est d'abord qu'on va reconnaître les mérites des autres. Donc, ils sont gênés, mais ce n'est pas un problème parce que le public, le lectorat algérien, il me respecte, c'est le plus important. Je sais que le narcissisme est absolument criminel, donc il ne faut pas trop... Donc voilà, quand j'écris, j'essaie de dire aux gens qu'il faut aller vers l'œuvre. Parce qu'il y a deux façons de lire. Soit on va, dans n'importe quel livre, on va chercher le talent de l'écrivain. Soit on cherche la coquille, la faute de frappe et la virgule mal placée. Donc, chacun a le droit d'aller vers ce qui le conseille, plutôt ce qui l'arrange. Je vais vous donner un exemple très simple. Dieu n'habite pas à La Havane. Le monde des livres a écrit, ce livre est une nullité absolue. Moi, je ne vois aucun livre dans le monde qui se relève Dieu n'habite pas. Pour moi, c'est un très bon livre. Je l'ai fait pour le lecteur de voyager un petit peu. Donc, c'est pas le seul de l'oublier, c'est pas un travail profondément littéraire, mais j'ai voulu que les gens découvrent, qu'il aère un petit peu suite à tous ces livres qui parlent de l'islamisme et de la radicalisation et toute cette bêtise qui est en train de squatter les esprits. Donc, voilà. Mais j'étais allé au Mexique à l'occasion de la sortie de ce livre en langue espagnole mexicaine. Donc, c'est une traduction de l'espagnol à l'espagnol mexicain. Alors, on voit la différence entre les gens qui sont dans la quête de ce qui les émerveille. Je suis arrivé, déjà, je devais aller à Guadalajara, à la foire, et Paco Ignacio Taibo II, que vous connaissez tous, c'est l'un des plus grands écrivains, qui a insisté pour que je passe d'abord par Mexico. L'accueil a été extraordinaire. Extraordinaire. La télévision, j'ai fait 2 JT. Au Mexique, 24 quotidiens. C'était merveilleux. En France, c'est autre chose. En France, le talent ne suffit plus. Il faut être dans les réseaux, il faut être dans les lobbies, sinon ces mêmes réseaux et ces mêmes lobbies essaient de vous détruire. Donc, chacun a sa propre approche. Qu'est-ce qu'on veut trouver dans un livre? Est-ce qu'on veut aller vers ce qui nous éclaire, vers ce qui nous émerveille, vers ce qui nous enthousiasme, ou bien vers ce qui nous, comment dirais-je,
nous maintient dans le déni et dans l'anéantisation de l'autre. Donc, chacun a sa propre façon de dire. Bien, merci Yasmina. Donc, Khadra ou Lassi Mohamed, bon, si je peux me permettre. Yasmina Khadra. Donc là, j'ai changé le Nohta pour que les personnes puissent vous repérer sur le... Voilà. Très bien. Donc, le débat est ouvert. Donc, si quelqu'un parmi nous... Si Salah, à vous la parole. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Yasmina Khadra. C'est un plaisir de vous lire et ensuite de vous écouter. Merci. Donc, moi, je donne mon avis rapidement. J'ai eu le plaisir de lire le livre Ce que le jour doit à la nuit. Et je vous le dis sincèrement, j'ai lu beaucoup d'auteurs d'expression française et je suis subjugué, je suis sublimé. D'abord parce que j'ai découvert qu'il y a une certaine règle d'écriture que je n'ai trouvée nulle part ailleurs. Moi, je vous le dis franchement, puisque je lis beaucoup de livres, et là, je découvre effectivement que l'une des règles que moi-même j'applique parce que je suis un petit écrivain qui débute. Jamais des petits. Non, je me le dis à moi. Non, il n'y a pas petit. Je me le dis à moi. Je découvre, c'est une des règles, c'est que quelqu'un d'autre avant moi me l'a dit une fois dans un webinaire comme celui-là. Il m'a expliqué que pour écrire un livre, il faut en avoir lu au moins une centaine de livres pour réunir assez de vocabulaire pour pouvoir écrire sans refaire de répétition, etc. Et là, ce que je découvre sur ce livre, le vôtre, effectivement, c'est fabuleux. C'est un trésor de vocabulaire, de mots recherchés, avec une signification précise à l'endroit où vous les avez mis. Et là, ça m'a vraiment fasciné. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de lire toutes les œuvres de M. Yasmina Khadra parce que ça devient pour moi un trésor à travers lequel je vais continuer à apprendre. Et je vous le dis avec toute sans frioriture, sans rien du tout ça. C'est une vérité que je découvre et j'en suis très, très enchanté. Et je vous remercie pour ce que vous avez écrit et je vous promets que je vais lire tous vos livres. Merci. Merci Salah. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Oui, Abdelzak, c'est moi. À vous la parole, Bahia. Oui, bonsoir tous et bonsoir Monsieur Yasmina Khadra. Ahlan wa sahlan. Marhaba bik et vraiment, je suis vraiment, vous l'avez signalé, je suis déçue que vous n'êtes pas assez médiatisé en Algérie, beaucoup plus qu'ailleurs. Et moi, je suis honorée parce que je suis d'une moitié algérienne et je suis de Colombes-Châle. Voilà. Et votre style... On est du même patelin alors. Pardon? On est du même patelin. Absolument. Et votre français, c'est un français purement algérien. Et donc, la langue, pour moi, ça reste un point qui est vraiment sensible par rapport à l'âme d'écriture. Vous m'accompagnez assez souvent dans ma voiture lors de mes trajets parce qu'il y a cette nostalgie au bled, il y a cette nostalgie à l'Emma au niveau d'Algérie. Vous et le feu Malek Chabal. Bahia, il n'y a pas assez de débit sur ton mobile. Connaître l'Algérien dans son essence pour pouvoir vraiment comprendre ce qui émane de lui. Et ce NIF et cette responsabilité, cet esprit de présence et tout. Donc là, moi, je le palpe dans vos écritures et dans vos interviews. Je vous écoute beaucoup dans vos interviews. Donc ça me parle beaucoup. Et je vous dis merci beaucoup pour ce que vous faites pour la femme.
parce que votre position pour la femme aussi. Et voilà, je ne peux qu'être honorée de votre présence et d'être parmi vous ce soir et de converser avec vous. Merci encore une fois. Merci, merci Vous Bahia. savez, moi, je n'ai aucun mérite à défendre la femme, hein. Vraiment, je n'ai aucun mérite. Vous l'avez déjà signalé, oui. Voilà, donc je trouve que c'est une forme de gratitude. Absolument. La femme, elle est sosifiée, elle est marginalisée, alors qu'elle est le socle de toute chose, elle est l'essence de toute chose en ce monde. Et j'ai vu ma mère, par exemple, qui était une grande militante, qui était même une mujahida, et elle a vécu comme une espèce d'âme errante comme ça, une âme en peine, alors elle aurait dû être, elle n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais elle aurait dû vivre dans la décence et dans le respect. Ouais. Et c'est ça qui m'a fait, qui m'a éveillé à la question féminine, mais ce n'est qu'une façon d'être à la hauteur de ce que, comme générosité et comme abnégation. Bien. C'est Fouad Soueba de Rabat. Oui. Notre Alors, réalisateur. pour ma part, bien sûr, je salue le travail extraordinaire de notre ami, notre cher Yasmine Khadra. Je voulais juste rebondir sur la question de la femme dans son œuvre, parce que c'est une question qui est omniprésente. C'est un débat qui est récurrent dans toutes ses œuvres. Et je vais juste citer tout de suite là une phrase de son roman, Ce que le jour doit à la nuit, pour mesurer combien il rend hommage à la femme, combien la femme est très, très importante dans son œuvre. On sait très bien que dans Ce que le jour doit à la nuit, les personnages femmes principaux, les personnages, ils sont souvent des pieds noirs ou alors des Françaises, carrément des Françaises, installées bien sûr en Algérie, devenues françaises par héritage, bien sûr. Donc il y a le personnage de Germaine, il y a le personnage d'Émilie, et puis il y a le personnage de sa maman, donc qu'il quitte très très jeune, le personnage principal bien sûr dans ce roman. Et puis à un certain moment, on se rend compte que la femme devient effectivement le socle même de ce roman qui est Ce que le jour doit à la nuit. Et dans la page 95, Yasmine Khadra va écrire « Le paradis ne serait qu'une nature morte sans ses huris ». Et là, on mesure vraiment la force de la présence de la femme dans son écriture. Et je reviendrai plus tard pour parler d'autres choses. Voilà, je voulais juste évoquer avec vous, Yasmine Khadra, l'importance de la femme. Qu'est-ce qu'elle la constitue? Je sais que votre femme est très, très importante aussi dans votre travail. Vous l'évoquiez de façon, bien sûr, j'allais dire romanesque, fictive, dans certains de vos... Je vais vous dire une chose. Oui, pendant la décennie noire en Algérie, moi j'étais officier supérieur, j'étais pleinement engagé dans la lutte antiterroriste. Donc j'étais pratiquement le principal concepteur de la lutte antiterroriste. Toutes les opérations d'envergure, c'était moi qui les imaginais, qui les mettais sur la carte avant d'être sur le terrain. Et chaque matin, donc à l'époque, on assassinait les militaires un peu partout. Moi, j'ai fait l'objet de deux contrats d'assassinat en 1994. Et ma femme, à chaque fois que je sortais de chez moi, elle avait peur. Elle avait peur. Elle n'était pas sûre que je rentre le soir. Donc, et j'arrive en France et elle ne comprend pas comment un homme comme moi puisse être déstabilisé par les salons de Paris. Elle m'a dit, mais quand même, en Algérie, quand tu partais dans les maquis terroristes, je sais pas, j'avais peur, mais au fond de moi-même, je savais que tu allais revenir. Je savais que il y avait quelque chose en toi qui me disait, qui me rassurait. Et tu viens à Paris, tu es renversé par des salonnards de basse envergure. Je ne te comprends pas et je ne te fais plus confiance. Ça m'a bouleversé. Ça allait perdre la confiance de sa femme. C'était pas possible pour moi. Et je lui avais dit cette chose, un peu prétentieuse, mais c'était comme si je voulais absolument récupérer sa confiance. Je lui ai dit, écoute,
je te promets qu'avec ces gens-là, je vais conquérir le monde pour toi. C'était en 2001, elle était traduite à peine dans 12 pays. Je lui ai dit, je vais conquérir le monde pour toi. Et j'ai réussi à conquérir le monde pour ma femme, pour qu'elle ne me dise jamais, je ne te fais plus confiance. Voilà ce qu'une femme peut apporter à un homme quand il l'aime vraiment, ou quand il mérite tout ce qu'elle lui a donné. Oui. Extra. Alors, je vais continuer un peu à discuter avec vous, Yasmina, par rapport à d'autres œuvres que vous avez écrites. Alors, d'abord, je dois saluer, bien sûr, l'importance, le poids de votre production littéraire, le poids de votre production sur la scène internationale, parce que pour moi, vous êtes dans le cinéma à l'image d'un Hamina, l'auteur de la chronique des années de Braise, qui a reçu la Palme d'Or en 1975. Vous êtes aussi à l'image d'un grand monsieur qui s'appelle au Maroc, qu'on appelle Souheine Barka au cinéma, ou alors Youssef Chahine en Égypte. Donc vous êtes vraiment dans un quota très, très avancé par rapport à ce qu'on produit dans ce monde arabe. Donc vous êtes un digne représentant de la grande littérature arabe, algérienne, maghrébine dans le monde. Donc vous faites partie d'un quota très, très sélect. Alors, à ce propos-là, je voudrais quand même, en plus de dire que vous êtes le plus international, le plus américain peut-être, pas dans le sens impérialiste du terme, mais dans le sens où vous abrogez les frontières, vous abolissez les séparations entre les gens, entre les pays, et vous allez au-delà des frontières pour raconter des histoires d'autres pays, d'autres nations, d'autres peuples. Et on a vu comment dans votre trilogie, les Hirondelles de Kaboul, l'attentat et puis le roman sur Bagdad, vous avez posé les grandes causes internationales et les grandes causes surtout de l'arabe, du musulman à travers ces romans-là. Et comment vous avez pu justement présenter une image différente de ce qu'on colporte dans les médias occidentaux, dans les livres, dans le cinéma, etc. Donc vous êtes une espèce d'interface pour un peu raconter ce qu'on est dans ce monde arabe, ce qu'on est de ce Maghreb, ce qu'on est dans ce monde musulman, et vous le faites avec courage et avec abnégation. Donc, est-ce que le fait même d'avoir été pendant, j'allais dire, 36 ans de votre vie, j'allais dire ligoté, emprisonné dans l'uniforme militaire, est-ce que ce n'est pas ça qui vous a poussé finalement à vous libérer, à tout casser et à sortir dans la vie pour dire non, je dois m'exprimer et je dois tout raconter, je dois tout dire. Qu'est-ce qu'il a été le déclic pour ça? Non, c'est juste mon âme de fils du Sahara. Hein. Parce que j'ai écrit même dans l'armée avec les interdits. Je vais peut-être vous étonner, mais l'armée ne m'a jamais interdit d'écrire. L'armée, elle voulait me censurer, mais elle n'interdisait pas d'écrire. Et moi, sincèrement, quand je suis dans la littérature, je suis dans mon univers à moi, c'est ma cité interdite. Aucun Dieu n'est autorisé à entrer chez moi. Donc, j'étais comme dans une sorte de folie. La preuve, j'ai écrit sous le pseudonyme de Yasmina Khadra alors que j'étais encore sous les drapeaux. C'était très risqué. C'était extrêmement risqué, mais je m'en foutais. Je m'en fichais éperdument. Quand je suis dans la littérature, je ne vois rien d'autre que l'histoire que je suis en train de raconter, que les personnages que je suis en train de camper. Voilà, donc, non, c'est pas le fait d'avoir été muselé toute ma vie qui, d'un seul coup, a libéré ma voix. Non, parce que j'ai commencé... Quand j'étais dans l'armée, j'étais déjà traduit dans 12 pays. Hein, j'étais best-seller dans plusieurs pays, alors que personne ne savait qui j'étais. Non, je crois que l'armée m'a permis une chose. Elle a blindé ma carapace. C'est ça, l'armée depuis que j'étais jeune, j'étais dans une sorte de dressage assez sévère qui a fait qu'aujourd'hui, je tiens le coup. Mais je pense que des écrivains qui ont connu une telle audience, qui se retrouvent aujourd'hui paria en France, avec tous les médias qui essaient par tous les moyens de défigurer son image, avec les calomnies des miens, avec l'exclusion, je crois qu'ils ne tiendraient pas le coup. Il ne tiendrait pas le coup, soit il sombrerait dans l'alcool, ou soit il se suiciderait, soit il choperait une dépression. Mais moi, je suis resté lucide parce que l'armée m'a appris. J'ai grandi dans le déni. J'ai grandi dans la néantisation de l'autre. L'armée ne me voyait pas en tant qu'écrivain. Donc, c'est cet interdit qui m'a permis aujourd'hui de vivre
aisément dans l'interdit que m'impose Paris. À titre d'exemple, mon dernier livre il a été boycotté par l'ensemble de la presse parisienne, par toutes les radios nationales et toutes les télés nationales. J'ai fait deux télés, c'est France 24 et TV5, qui sont destinées au monde, à l'étranger, pour dire, voilà, en France, tout le monde a sa place. Mais c'est fou, parce que quand même, je ne suis pas n'importe quel écrivain, je suis quand même, je pense, hein, d'après ce qu'on raconte, moi je n'ai pas à chercher, mais je suis, paraît-il, l'écrivain de langue française le plus traduit, vivant, le plus traduit au monde. Donc, et on fait l'impasse d'une œuvre comme celle de tous les oublis, qui est pour moi, c'est un véritable bijou littéraire. J'ai travaillé avec cœur, j'ai tout donné dans ce livre. J'ai créé des personnages, mais Mika, c'est un personnage unique, magique. Et il a été passé sous silence. Donc, c'est ça qui me permet, c'est toute cette expérience militaire qui me permet de tenir debout. Quand j'étais dans l'armée, par exemple, j'entre dans mon bureau, il y a le téléphone qui sonne, c'est mon chef, le directeur par exemple, qui me dit, écoute, tu prends tout de suite ton véhicule, tu vas à tel endroit. Tel endroit, c'est 600 km, tout de suite. Pourquoi? On te dit la place. Je prends ma voiture, je me tape 600 km et quand j'arrive, il n'y a rien pour moi. Il n'y a rien. On me dit, on ne t'attendait pas. Je suis dans l'Ahmeda. Hein, je suis dans l'Ahmeda, on me dit, il n'y a rien. C'est que plus tard que j'avais compris que lorsqu'il y avait un article sur moi dans la presse algérienne, mon directeur m'appelait pour m'envoyer au fin fond de l'Algérie, juste pour me prouver que, quelle que soit mon autorité, c'est lui le patron. Donc, j'ai grandi avec ça. Et aujourd'hui, si à Paris, on essaye par tous les moyens de m'exclure, ce n'est pas un problème. Parce que je sais qu'ils ont le pouvoir de l'opinion, mais moi, j'ai le pouvoir des mots. Et j'essaie de défendre ma littérature. Ma dernière petite question, c'est Abdelrazak, si vous le permettez. Alors, par rapport à ces interdits auxquels on soumet les auteurs en Europe, surtout les auteurs d'origine maghrébine, ou alors... non, ils se porteraient bien, non, il ne faut pas, il n'y a pas d'interdit pour les auteurs maghrébins. Ils sont tous dans le réseau, ils sont tous dans le lobby, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais dès qu'on... Oui, Ghrish-Raïbi, il a connu ça parce qu'il n'était pas dans les réseaux, il n'était pas dans les lobbies. Oui, tout à fait. Et ils sont rares, les écrivains qui le font. Hein? Je voulais juste savoir, est-ce que le fait de soulever un personnage positif maghrébin et de le planter dans un décor occidental, est-ce que ça nuit justement à ces médias? Est-ce que ça nuit aux intérêts occidentaux, le fait même de présenter des héros arabes positifs? Peut-être que... Vous avez répondu à la question. Vous avez répondu à la question. Voilà, exactement. C'est ça. Votre question, c'est la réponse. Voilà, exactement. Parce que ça, on voit souvent, on assiste ces derniers temps, surtout avec le daïchisme, avec tout le terrorisme, l'islamophobie, etc. À chaque fois qu'il y a un personnage positif dans une œuvre, on va. Oui. On va parler de littérature, on sort un petit peu. D'accord. Ok, merci. Merci, Yasmina. Merci. Donc, c'est le Kbir El-Ghazi de Meknes. Tfadala, c'est le Kbir. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. Merci Sir Abdelrazak de nous avoir encore offert un cadeau. Si Yasmina, en fait, je pense toujours que la langue n'est autre qu'un moyen. Oui. C'est une expression de la culture en fait. C'est la culture qui s'exprime, quel que soit. Donc, il peut s'exprimer par la peinture, il peut s'exprimer par la langue, il peut s'exprimer par d'autres moyens. Et donc, on est toujours ce qu'on est. On le prouve à travers nos écrits, à travers nos actes en fait. Ouais. Alors, ce que vous avez écrit en quelque sorte, c'est vous l'avez à travers l'histoire, à travers le social. Donc, vous essayez de véhiculer ce que vous voulez dire. Je voudrais savoir la place de l'identité dans ce que vous écrivez. Je voulais également poser la question pour savoir pourquoi vous avez épousé le nom de votre épouse. Mais bon, vous avez répondu, donc merci beaucoup. Moi, je me méfie de l'identitaire. Hein.
Je me méfie de l'identitaire. C'est ce que j'ai dit à beaucoup de jeunes écrivains qui viennent me voir et tout. J'ai dit, écoutez, vous voulez devenir des écrivains, écrivez pour le monde entier. N'ayez aucun complexe. Si vous avez quelque chose à dire, le monde vous entendra. Donc, je me méfie de tout ce qui est identitaire, de tout ce qui est protestation, parce que ça réduit la création et ça en fait un discours. C'est-à-dire, on n'est plus dans le roman, on est dans le discours et ça, c'est dangereux. Et c'est très réducteur aussi. Les gens n'ont pas que ça à faire. Les gens ont besoin d'ouvrir un livre et de partir en voyage. Pour eux, le livre, c'est un tapis volant. Hop, donc, mon identité, je pense qu'elle est sur la couverture. Yasmina Khadra, auteur algérien. Voilà, c'est tout. Excusez-moi, je n'étais pas peut-être plus clair. Non, je ne parle pas de votre identité. Oui. Non, je parle parce qu'en fait, tout ce qui est humain est commun. Oui. Ce qui fait la différence entre les uns et les autres, c'est plutôt la culture. Absolument, oui. Oui, c'est vrai, la culture, c'est l'identité d'une nation. C'est vrai. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que la langue, ce n'est qu'un outil. Et c'est vrai qu'en littérature, ce n'est pas la langue qui prévaut, c'est le verbe. C'est comment utiliser cette langue. Quelle âme lui a insufflé. Comment aller vers l'inventivité, vers la trouvaille, vers la fulgurance, vers la poésie, vers la philosophie. Tout le monde peut écrire. Il y a des gens qui sont beaucoup plus instruits que moi en français et qui n'écrivent pas comme moi. Donc, c'est surtout une question de verbe, c'est une question de sincérité. On peut mentir dans un roman, mais on ne peut pas tricher. Un lecteur averti, il perçoit tout de suite si l'écrivain est sincère ou pas. Donc, on peut mentir, on peut raconter ce qu'on veut, mais on ne peut pas tricher avec le lecteur. Donc, la plus importante chose dans la littérature, c'est être sincère avec soi-même. Que signifie la sincérité? C'est tout simplement savoir ce qu'on va dire à des gens. Il ne faut pas commencer une phrase et la suivre comme ça au hasard. Ça, c'est une perte de temps pour le lecteur, même si c'est un divertissement pour l'auteur. Mais moi, avant d'écrire, j'imagine mon histoire dans ma tête, je la boucle dans ma tête et quand je suis convaincu qu'elle pourrait apporter quelque chose à mon lecteur, je commence l'écriture. Donc, voilà. Et l'identité culturelle, elle est sublime parce qu'elle nous fait accéder à d'autres peuples, elle nous rend plus intelligents. Quand on lit, par exemple, moi, je suis un grand amoureux de la littérature russe. Et quand je lis cette littérature, j'ai le sentiment d'être un peu russe. Et c'est magnifique. Donc, en Amérique, par exemple, chez vous, d'ailleurs, quand j'ai fait ma tournée aux États-Unis en 2007, partout où j'allais, je disais que le monde ne s'arrête pas à vos frontières. Parce que pour les Américains, ils ne savent même pas, quelquefois, ils ne savent même pas combien il y a d'États aux États-Unis, les Américains. Donc, ils pensent que ils ont tout. Ils ont le cinéma, et c'est vrai qu'ils ont tout. Ils ont le cinéma, le théâtre, la littérature, Coca-Cola, tout est américain. Mais je dis, mais le monde ne s'arrête pas à vos frontières, il commence à partir de vos frontières. Il faut aller, parce qu'il y a toujours d'autres choses à faire, il y a toujours d'autres choses à découvrir. Et il faut être comme une abeille. Il faut savoir butiner dans tous les jardins pour pouvoir se faire son miel. Merci. Donc, merci beaucoup. C'est Refaï. À vous la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Okay, bonsoir Yasmina Khadra. Bonsoir Yasmina Khadra. C'est Ahmed. J'aimerais revenir à l'œuvre Ce que le jour doit à la nuit. Et vous savez que ce roman a été repris par le cinéma. Oui. Surtout par le réalisateur Alexandre Arkady. Oui, absolument. Et on a remarqué que la reprise c'est-à-dire que le fait qu'il soit repris au cinéma, les émotions qui étaient dans le roman n'ont pas été bien rendues, n'ont pas été mises en valeur par le film. Ouais. Qui parlait de la nostalgie, qui a mobilisé vraiment l'acteur. Alors, le réalisateur s'est contenté de mettre en scène le personnage ou l'acteur devant la mer, il contemple la mer. Alors, nous avons vu que ces images-là n'ont pas rendu les émotions, c'est-à-dire comme elles étaient rendues par le roman. C'est-à-dire, ce qui compte ici, c'est-à-dire que les images n'ont pas joué le rôle qu'il fallait pour mettre en valeur les sentiments et les émotions
comme ça a été dans le roman. Vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai, mais c'est difficile, hein, c'est une adaptation. Donc, Oui. déjà, l'adaptation, ce n'est pas on ne déporte pas une œuvre écrite sur l'écran comme ça fidèlement, c'est pas possible. C'est une adaptation, donc ça passe par le filtre du réalisateur lui-même. Chacun voit, chacun a sa propre lecture. Hein. Et, ce que j'ai constaté, c'est que Alexandre Al-Kadi, c'est un Algérien. Et donc, il a pris la partie qui lui parlait le plus. Donc, et on ne peut pas lui en vouloir. C'est quelqu'un qui a vécu en Algérie, qui est parti en laissant derrière lui tellement de fantômes, tellement de souvenirs inassouvis, tellement de rêves, tellement de promesses évincées. Donc, il est parti quand même diminué, handicapé. Et avec ce livre, il a essayé de se reconstruire. Moi, je ne peux pas lui en vouloir parce que déjà, je suis très redevable aux réalisateurs et aux dramaturges qui adaptent mes romans. Ça leur permet d'élargir un peu plus l'audience d'une œuvre, d'un texte. Et voilà, et je trouve qu'il n'a pas été tellement injuste avec le texte. Il a pris... Il a beaucoup de succès, énormément de succès. Pareil, d'après lui, il a été téléchargé 5 millions de fois. Donc, il a dépassé de 5 millions avant de milieu. Oui. Très bien. Je ne sais pas. Moi, j'aurais aimé qu'il raconte, qu'il soit un peu plus fidèle au texte, mais il y a les, comment on appelle ça, les impératifs du cinéma, ce sont des contraintes épouvantables. Il y a le temps, il y a les moyens, il y a toute une équipe, tout un monde qui travaille pour faire un film. Et bien sûr, il y a des énergies qui sont un peu dispatchées, qui ne se retrouvent pas comme chez l'écrivain. L'écrivain, il est face à son computer, avec sa langue, et il essaye de mettre tout ce qu'il a dans le ventre. Mais voilà. Je trouve que le film, bon, il n'a pas été comme je l'espérais, mais il a été un bon film quand même. Il a été un bon film. Il a gardé une certaine atmosphère qui était très proche de la réalité de l'époque. Merci. Sichnouf. Sichnouf, vous êtes de Meknes, c'est ça? Sichnouf, libérez le micro. Le micro. Sichnouf. Le micro. Voilà. C'est bon. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, je suis Meknessi et je suis actuellement depuis 40 ans, à Aix-Marseille Université. Enchanté. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie Abdelzak pour un plaisir. Le travail qu'il fait. Ça nous permet de partager le bonheur, pour ne pas citer le titre de cette conférence. Et puis, je remercie Yasmine Khadra. J'ai l'occasion aujourd'hui de le voir en direct. Moi, je ne me situe pas en tant que quelqu'un qui va réfléchir sur le contexte, ni sur la littérature. Je n'en ai pas les compétences, mais je réagis en tant que lecteur. Et en tant que lecteur, j'ai envie de dire à M. Yasmine Khadra quel bonheur il donne à ses lecteurs. Et c'est ça qui compte. Moi, j'ai lu tous ses romans, ou presque. Le dernier, le Sel de tous les oublis, je l'ai devant ma bibliothèque. Je vais le démarrer dès que j'aurai corrigé mes copies. Et c'est un vrai bonheur. Franchement, c'est ça qui compte pour moi. On s'en fiche de ce que le Parisien... J'essaie de vous mériter. Hein. J'essaie de vous mériter. Merci. C'est pas facile. Voilà. Moi, je dirais presque vulgairement, on s'en fout de ce que la sphère parisienne, intellectualiste, peut penser de vous. Mais moi, j'ai qu'un point de vue, c'est le point de vue du lecteur, et vous donnez du bonheur aux gens. Et ça, c'est important. C'est très important de donner du bonheur aux gens. À vous lire, c'est un vrai bonheur. Je vais quand même vous poser une question parce que j'ai parlé de vos romans à mes amis, marocains, algériens, maghrébins, mais aussi des Français de souche, comme on dit, en leur disant, vous connaissez Yasmine Khadra. Il y en a qui connaissaient, et il y en a qui disaient, qui c'est celle-là? Je leur dis,
C'est un monsieur. Et donc, il fallait leur expliquer. Et rien qu'en leur expliquant, ça les a fascinés. Parce qu'il y a l'historique que vous racontez, pourquoi Yasmina Khadra et pourquoi pas votre nom de départ. Déjà, c'est intriguant. Ça donne une valeur, je dirais, humaniste, importante pour les gens qui ont envie de vous lire. Bon, je ne vais pas être trop long. Je vais vous poser une question très, très simple. Tous vos livres m'ont fasciné. Il y en a un qui m'a plu et en plus qui m'a interpellé, c'est Les derniers jours du Raïs. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu 2 fois. Je me suis dit, avec des amis, dont Al-Ahmadi, que si Abdelrazak connaît bien, oui. On en a parlé. Je dis, mais comment il a fait pour rentrer dans la tête de ce personnage? C'est incroyable. Et c'est ça ma question. Est-ce que vous vous êtes documenté, Monsieur Khadra? Comment vous avez fait? Et on avait l'impression d'être dans la tête du personnage et on a vécu avec vous les derniers jours de Raïs, pour ne pas le nommer. Et en fait, on s'est posé la question au-delà de l'écriture magnifique, de la manière splendide dont vous décrivez l'ambiance, surtout à la fin, le désert, etc. Je rejoins ce qui a été dit avant. Et en fait, on était intrigués par votre capacité d'entrer dans ce personnage et de se mettre à sa place. On pourrait dire la même chose pour d'autres livres, pour Khalil, etc. Mais encore Khalil, ça va, parce qu'il y a quand même des informations, je dirais, journalistiques, etc. Mais les derniers jours du Raïs, avec Abd Sadr, ça nous a fasciné comment il a pu entrer dans le personnage en 24 heures, 48 heures, en fait, ça se déroule sur très peu de temps. Comment il a fait? Est-ce que vous êtes documenté? Est-ce que vous avez cherché? Je ne sais pas, c'est la question que je vous pose, mais c'est fascinant. Non. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Non. Vous mentionnez assez. Les anecdotes. Les anecdotes qui ont un petit peu jalonné le récit. Là, je voulais signaler à Sichnov comme quoi Abd Sadr et Driss nous ont fait défaut. Peut-être ils sont occupés et à vous la parole. Je leur ai fait le reproche par téléphone à l'instant. Merci. Donc, je disais pour le dernier nuit du Raïs, les anecdotes qui ont un petit peu jalonné le récit, je les ai entendues, colportées par des officiers libyens quand j'étais jeune sous-lieutenant au stage en Russie. Et donc, on était très proches des officiers libyens, on était des révolutionnaires et tout, enfin, tout ce... Et je les entendais souvent parler de lui avec le sentiment qu'il était juste derrière eux. Donc, ils sont tout le temps en train de le glorifier et tout. Et les anecdotes, ils peuvent très bien être fausses, hein, je ne sais pas, en tout cas, parce que je n'ai pas fait un travail de recherche, j'ai fait un travail littéraire. J'avais besoin de... Moi, je suis jaloux des Occidentaux qui ont réussi quand même à écrire. Je voulais écrire faire aussi mon Shakespeare. Il me fallait un personnage, et le meilleur des personnages pour moi, à mes yeux, qui était l'incarnation même de la tragédie, c'était Kadhafi. Donc, pour ce qui est d'être dans sa tête, c'est très facile. Moi, j'ai passé ma vie dans l'armée. Il m'est arrivé de voir des gens qui étaient mégalos. Hein. J'étais en conflit avec eux tout le temps. Mais pour les comprendre et pour pouvoir éviter leurs méfaits, il fallait absolument que je réfléchisse à leur manière de réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut que je sois constamment connecté. Et par ailleurs, Kadhafi, pendant 40 ans, il a squatté nos têtes. Kadhafi, on a ouvert les yeux avec lui jusqu'à sa mort. Et puis surtout, à notre époque, on était très enthousiasmés par ce jeune capitaine qui a renversé un roi fainéant. Et ce jeune, il avait 27 ans.
Donc, il était un tout petit peu plus âgé que nous, mais c'était merveilleux de voir des jeunes prendre la destinée de leur nation en main. On n'avait pas l'habitude de voir ça. Les gens qui nous gouvernaient, c'était tous des gens qui n'étaient pas de notre génération. Et là, il y avait un jeune capitaine, tout flamboyant, tout fascinant, qui a osé prouver qu'on peut renverser n'importe quel trône quand il est nuisible à la nation. Et par la suite, on l'a vu petit à petit devenir grand et puis avoir la grosse tête à travers ses peurs, parce qu'il a été victime de plusieurs attentats. Il a commencé à se méfier de tout le monde. Il est devenu un dictateur. Donc, on a vu ce jeune homme merveilleux qui est devenu par la suite son propre bourreau, parce que finalement, il a réussi à créer un personnage qui le dépassait de très loin et qui ne pouvait plus rattraper. Et le jour où ce personnage s'est retrouvé face à la mort, il n'a pas pu le sauver non plus. Donc, voilà, ça a été très facile pour moi. Depuis que j'étais petit, je me suis toujours intéressé au désarroi des autres. Quand j'étais à l'école des cadets, par exemple, l'école des cadets a été conçue pour les orphelins de la guerre de libération. Donc, autour de moi, il n'y avait que des enfants, des orphelins, des SNP, de son nom patriote, je ne sais comment on les appelait à l'époque. Et ils souffraient. Ils passaient la nuit à pleurer, à hurler, parce que chacun avait en lui des cauchemars qui ont fait qu'un jour, il a fui son village et il n'a plus jamais réussi à retrouver sa famille. Donc, et le fait de m'occuper, de voir ce désarroi face à moi, j'oubliais le mien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au facteur humain, à l'autre, parce que ça pouvait mettre une espèce de distanciation entre moi et mon propre martyr, le martyr qui était en gestation permanente en moi. Donc, le malheur des autres est devenu quelque sorte tempéré ou modéré ou apaiser un petit peu le mien. Et depuis, je n'ai jamais arrêté j'ai grandi avec ça. Et c'est pour ça que je n'ai aucune difficulté à me mettre dans la tête d'un terroriste ou d'un brave ou d'un fou. Je suis comme ça. J'ai été élevé dans cette attention soutenue que je porte aux autres. Eh bien, c'est Yasmina Khadra, je vous remercie pour votre générosité. Pour ne pas abuser un peu de votre temps. Je sais que vous n'avez pas vous n'avez rien mangé jusqu'à présent. Non, mais écoutez-moi, c'est moi qui dois vous remercier pour ce que vous faites, parce que quand même, les gens ont besoin de ça. Moi, j'ai toujours accepté de faire des visioconférences, surtout avec les jeunes, que ce soit en Tunisie ou bien en Algérie ou au Maroc. De temps en temps, ils m'invitent et ça me fait vraiment plaisir que cette jeunesse-là commence à s'occuper de son propre intellect. Parce qu'il n'y a rien chez nous. Il n'y a rien. Il n'y a ni cinéma, il n'y a ni... Personnellement, quand je vais en Algérie, j'essaie d'intervenir dans des centres culturels et tout, ou des centres étatiques. On me l'interdit. J'interviens dans des hôtels. Alors que les Algériens ont besoin de moi. Il faut voir, quand je vais par exemple en Algérie, c'est la folie là-bas, vraiment. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'écouter les écrivains, ils ont besoin d'écouter les chanteurs, les musiciens, les artistes. Voilà, et ce que vous faites bien, c'est quelque chose qui contribue justement à cette nécessité pour nos jeunes de forcer. Merci. Donc, avant le mot de la fin que je vais vous redonner de nouveau, je cède la parole à M. Fouad Souiba, qui nous a privilégié en partageant avec nous son dernier ouvrage, Drôle d'Odyssée pour Jazia. C'est un homme de culture, auteur et réalisateur, journaliste, chroniqueur de télé, pour son intervention. Allez-y, c'est Fouad, à vous la parole. Micro, Fouad. Fouad, micro. Micro, on ne vous entend pas, Fouad. Fouad, il y a un problème de son. Et maintenant, est-ce que ça marche? C'est très faible. Augmentez le son de votre ordinateur. Augmentez le son. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Allez-y. Ça va mieux?
Alors, très bien, très bien. Alors, en évoquant Kadhafi, Yasmina m'a interpellé parce que moi-même, j'ai écrit un roman sur Kadhafi, Les Séquestrés, édité en 2014. Bien, mais je ne m'arrêterai pas là, je ne m'arrêterai pas sur ça, je m'arrêterai encore une fois sur une citation. Le son à Sifouad. Le son, il revient quand je suis debout, ça marche? Oui, comme ça, c'est bien. Ça marche. Alors, voilà. Alors, je vais juste citer, encore une fois, une phrase de ce que le jour doit à la nuit. Ce n'est pas par mégarde ou par irrespect par rapport aux autres œuvres. J'adore toutes ces œuvres. Khalil, l'attentat, les sirènes de Bagdad, les hirondelles de Kaboul, l'imposture des mots, enfin tout. J'en ai apprécié beaucoup. J'en ai apprécié. Je voulais juste citer cette phrase. Pourquoi? Pour poser une question à la fin. Alors, dans la page 134 de ce que le jour doit à la nuit, alors il y a Zilloul. Zilloul, c'est ce garçon, le pauvre, qui a été tout le temps maltraité par ce qui est noir. Le factotum, oui. Voilà, exactement. Et après, il va devenir un lieutenant de l'armée de libération nationale. Et puis, il va appeler, il va faire appel à notre héros, qui est Jonas Younes aussi. Donc, il va lui demander d'ouvrir la cellule pour libérer un des détenus, un des prisonniers de l'armée de libération. Oui. Jean-Christophe. Bravo, vous vous rappelez de ce personnage parfaitement, ça fait plaisir. Alors Zilloul, en s'adressant à son ami Younes, parce que Younes, il avait rendu service à Zilloul à l'époque où il était maltraité, il était comme esclave chez Jean-Christophe. Donc, il lui donnait de l'argent, il le servait en tout cas. Il le raccompagnait chez lui. Il l'accompagnait absolument à bicyclette, etc. Alors, quand il rencontre Zilloul, quand Zilloul et Jonas se rencontrent, alors Zilloul, qu'est-ce qu'il demande si vous vous rappelez, il lui dit il me semble que tu as maigri. C'est Zilloul qui s'adresse à Jonas, au personnage principal. Il me semble que tu as maigri. Qu'est-ce que tu deviens? J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. Tu es un homme instruit, tu as répondu présent quand la patrie a fait appel à toi. Et je me suis demandé si ça te dirait de mettre ton savoir et tes diplômes au service de notre jeune République. Alors, fin de citation. Moi, j'aimerais juste vous renvoyer la flagornerie, la question, et vous demander si jamais en Algérie, on sollicitait Yasmina Khadra, on faisait appel à vous pour revenir en Algérie et prendre les choses en main. Comment réagiriez-vous? Merci. Tu arranges entre-temps, Fouad, le son parce qu'on aurait besoin de toi. D'accord. Écoutez, moi, j'adore ce pays et je suis en train de payer très cher pour l'amour que je lui voue, notamment ici en France. En 2014, j'ai essayé de m'aventurer sur le plan politique puisque j'avais participé à la pré-campagne présidentielle. Je n'ai pas réussi à récolter le nombre de voix. Mais à l'époque, j'avais dit à Tizi Ouzou, c'est une chance non renouvelable. Soit je passe, mais je ne reviendrai pas. Si je ne passe pas, je ne reviendrai pas. Et j'avais dit aussi que l'Algérie a besoin d'un président de moins de 60 ans. Aujourd'hui, j'ai 66 ans. Donc, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que je disais. Autre chose, il faut pour l'Algérie de l'énergie. Il faudrait un homme vraiment plein d'énergie et un homme de 100 ans aussi. Il faut qu'il comprenne très bien cette jeunesse qui monte. La majorité de la population en Algérie a moins de 25 ans. Donc voilà, je souhaite tout le bonheur du monde à ce pays, mais moi, je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas parce que j'estime qu'il n'y a qu'un seul péché capital pour moi. Il n'y a pas 7 péchés capitaux. Il n'y en a qu'un seul. C'est l'ingratitude. Et j'en ai goûté de l'ingratitude. Hein. Quand j'étais au Centre culturel algérien, j'ai entendu des intellectuels, des artistes dire que j'avais été acheté par le pouvoir. Alors que j'étais dans le monde entier, j'ai vendu mes livres par millions et j'ai accepté d'aller dans un centre, m'enfermer dans un bureau de 9h du matin, quelquefois jusqu'à minuit, pour essayer d'aider un petit peu
les arts et les belles-lettres algériennes pour essayer d'aider ces artistes qui avaient besoin que quelqu'un les écoute, les prenne en main, les oriente. Eh ben, je me suis dit, voilà, j'ai passé des années j'ai perdu 30% de mon lectorat dans l'Europe de l'Est parce que je ne pouvais plus me déplacer comme avant. Avant, chaque semaine, j'avais une invitation dans un pays. Je pouvais aller d'un continent à l'autre. En un mois, je pouvais aller en Amérique latine et aller en Chine ou au Japon. Donc, et avec cette fonction, je m'étais privé de tout pour essayer de servir mon pays. Et le résultat, ça a été l'ingratitude la plus crasse, la plus crasse. Et donc, j'ai dit, j'ai fait mon devoir jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'au présidentiel. Et j'estime être capable de regarder mes morts dans les yeux, de regarder mes morts, leurs veuves et leurs orphelins dans les yeux. Vous savez, quand on a fait 8 ans de guerre antiterroriste et quand on a perdu des hommes, ses propres collègues, quand on a vu tant d'atrocités, quand on est tombé plusieurs fois dans des embuscades et sortir indemne, à la fin, quand on quitte, quand on sort de ce cauchemar, on culpabilise. Moi, je culpabilisais énormément. Je me disais, pourquoi moi, on est tombé dans une même embuscade, pourquoi X, il est resté à terre, il ne s'est jamais relevé, pourquoi je suis debout? Donc, on culpabilise. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai de plus que ces gens qui sont morts? Il y avait parmi eux des gens qui étaient plus courageux que moi. Ils étaient plus courageux que moi. Il y avait des gens que j'admirais. Et ils sont morts, alors que moi, je suis resté vivant. Donc, je me suis dit que peut-être la seule façon pour moi de mériter ma survie, c'est d'être digne de leur mort. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'aller au centre culturel algérien. Je n'avais pas besoin d'un poste, j'étais déjà officier supérieur, j'aurais pu finir général, alors que j'ai quitté tout ça pour la littérature, alors que je n'avais rien du tout. Je n'avais pas un sou. Et j'ai abandonné une carrière qui était prometteuse pour m'aventurer dans l'inconnu, vers l'inconnu. Alors, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne reviendrai pas. Même si on m'offrait l'Algérie sur un plateau, je pense que je suis beaucoup plus utile en tant qu'écrivain qu'en tant que président, surtout pas ministre. Je ne serai jamais ministre, jamais. Je n'accepterai d'être celui qui va relever tous les gens qui ont assassiné la culture algérienne. On m'a proposé 2 fois dans les années avant de... Il y a un problème de son. C'est bon. Alors, je ne vais pas clôturer encore. Il y a 2 questions. Et il va y avoir le colonel Bokharta de Rabat et Madame Khadija de Rabat aussi, je pense. Donc, les 2 dernières questions pour remettre la parole à Siswiba et clôturer. Khadija, mais Khadija, on l'écoute pas. Elle est pensive. Exact. Alors, c'est Bokharta, à vous la parole. Elle est chagrine, c'est pas moi. Mon colonel Bokharta. Allez, Khadija. Ah, ou la colonel Bokharta. C'est Mohamed. Colonel Bokharta, il n'est pas là, il ne répond pas. Vas-y, Khadija, en attendant. Allez-y. Lalla Khadija. Allez, Khadija. Je libère le micro. Alors, bonsoir, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Le débat démarre très très fort avec l'incontournable Yasmina Khadra. Moi, je voudrais juste parler en tant que lectrice d'une œuvre qui m'a beaucoup épatée, Les Agneaux du Seigneur. Donc, l'histoire se passe dans un village algérien au temps de la guerre civile qui oppose les islamistes du Jia au régime en place. Donc, moi, j'ai adoré que tous les habitants se connaissent, ou presque rien n'échappe à leurs yeux. Tout le monde épie tout le monde. On se jalouse. On s'envie les uns les autres. On déteste ceux qui ont réussi et on méprise ceux qui sont restés dans la misère. Alors, vos personnages sont violents et sans scrupules. Surtout Zan, le nain, calculateur et implacable. Il est animé par une soif de vengeance sans limite. Votre écriture est sensible, monsieur, et vient du cœur. Chaque mot est choisi avec délicatesse.
La richesse de votre vocabulaire nous plonge vraiment dans l'action. Votre œuvre est une belle analyse de la bêtise humaine sous couvert d'idéologie religieuse et traditionnelle. Bref, vous êtes un magicien de mots, vous êtes incontournable et merci de nous avoir donné l'opportunité de voyager et surtout de rêver. Merci, merci Lalla Khadija. Donc, merci. Vous avez, la question a été déjà posée par. Alors, on s'excuse, la question est déjà posée. Vas-y, c'est Yasmina. À vous la parole. La justesse du vocable. C'était pas la guerre civile en Algérie, c'était la guerre grise. Il y a un petit souci de sang. Pardon? Allez-y, le débat c'est bon. Il y avait des coupures. Oui, mais c'était une guerre terroriste. Deuxièmement, ce n'était pas le GIA qui était opposé ou qui affrontait le régime, c'était le GIA qui détruisait tout un peuple. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 200 000 morts parmi les civils et 15 000 soldats tués. Donc, il y a une très grande différence. Ce sont surtout les civils qui ont payé très cher. Tout mort a payé très cher. Il n'y a pas de hiérarchie dans la mort. Pour moi, tout, 1 ou 1000, c'est la même chose. C'est la même tragédie. Et pour revenir un peu à ce texte, oui, j'ai essayé, d'abord, je l'ai écrit sur le lieu même du crime. Hein. C'est un livre que j'ai écrit en 1994. Il a eu des péripéties, il a eu beaucoup de problèmes à toucher, à finir chez un éditeur. Enfin, on n'entre pas dans les détails. Mais je l'ai écrit sous le choc. J'étais encore imprégné par toutes les atrocités qui m'avaient bouleversé à l'époque. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, le style d'écriture, ça n'a rien à voir avec À quoi rêvent les loups. Ce que je trouve utile pour moi ou nécessaire pour moi, c'est de ne jamais écrire avec le même style. Parce que chaque histoire est différente et il va falloir lui trouver un style différent. Quand vous lisez Les Amis du Seigneur, À quoi rêvent les loups, ce sont deux styles diamétralement opposés. Pourquoi? Parce que dans Les Amis du Seigneur, j'ai voulu faire une sorte de reportage. C'est comme si j'avais une caméra sur l'épaule et je vais directement à l'instantané. Je prenais les choses sur le vif. Alors que dans À quoi rêvent les loups, je voulais qu'il y ait une réflexion sur un cheminement. Comment il y a eu ce basculement. Voilà. Et Les Amis du Seigneur a été mon premier travail sur cette guerre horrible, cette guerre fratricide finalement, parce que nous avons tous été des perdants d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas de vainqueur dans cette histoire. Il n'y a que des blessures et des traumatismes insurmontables. Et ce livre-là, j'ai voulu qu'il soit comme une sorte de... et qu'il soit à la portée de n'importe qui. C'est-à-dire qu'on puisse le lire, mais j'avais oublié que n'importe qui pourrait aussi être un enfant, un garçon, un lycéen, un collégien, c'était traumatisant. La preuve, il y a à peine jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, on continue de m'écrire, mes lecteurs d'un peu partout qui m'écrivaient et ils voulaient savoir ce qu'était devenu Zan. Zan, c'est le seul personnage qui m'a vaincu. J'ai toujours eu une souveraineté sur mes personnages, toujours. C'est moi qui commande. Mais Zan, il m'a vaincu. Il m'a dépassé. Parce qu'il était tellement ignoble, tellement insupportable que je voulais à chaque chapitre trouver le moyen de le liquider. Et finalement, c'est lui qui a eu le dernier mot. Je n'ai jamais compris, à l'époque, quand j'écrivais, c'est lui la preuve. Les dernières paroles, c'est lui. C'est lui qui finit, qui termine, qui achève l'histoire. Et pourtant, peut-être à l'époque, je ne savais pas, mais la réalité algérienne m'a donné raison. C'est un Zan qui a mené l'Algérie à la déconfiture. Et c'est un Zan qui a eu le dernier mot après tant de sacrifices. Bien. C'est un plaisir de vous entendre, Yasmina. Donc, si Fouad, je vous laisse la parole, l'avant-dernière, hein, pour ne pas dire la dernière, parce que la dernière, ça va être
Monsieur, c'est Abdelmalki, vous avez demandé la parole? Allez-y, Oui. c'est Abdelmalki. Moi, je voulais juste, comment dire, prononcer une phrase qui peut-être résume le parcours de Si Yasmina. Ce qui m'a intrigué, c'est d'abord son passage dans l'armée. Et pour moi, l'armée, c'est une machine à tuer. Non. Et donc, bon, pour moi, c'est une machine à tuer. Ah, c'est le cliché. Non, ça, c'est le cliché. Ce n'est pas une machine à tuer. C'est une fabrique de défenseurs d'un pays. C'est un point de vue. On ne va pas dans l'armée pour tuer. C'est On va d'abord pour gagner sa vie. Et puis on apprend. Pour gagner sa vie. Voilà, il y a des gens qui s'engagent pour gagner leur vie. C'est une carrière. Sauf il y en a qui... Ouais. Faites une concession et puis peut-être pour arriver à l'idée, ce que je veux dire. Hein. Ouais. Mais j'aime pas le mot tuer. On est là pour défendre un pays, on défend. C'est comme la police, c'est comme la gendarmerie, c'est comme les médecins, c'est comme on essaie. Malheureusement dans certains pays aujourd'hui, on voit que l'armée se transforme justement en tueur. Où ça? Où ça? Je peux vous citer l'Égypte, ce qui se passe en Égypte par exemple. Moi, vous n'allez pas me dire que c'est une armée qui défend le peuple. L'armée en tout cas, elle est unique, l'armée. Elle est unique, ok. Elle est unique. Allez. En tout cas, prenez ce cliché comme ça. Donc, vous êtes sorti de cette machine à tuer pour entrer dans l'univers de la création. Et là, justement, pour dépasser ce traumatisme, parce que vous avez quand même vu beaucoup de morts. Non, vous avez parlé de ça, vous avez parlé de traumatisme. Vous entendez, vous êtes sorti de la machine à tuer. C'est comme si j'étais fabriqué pour tuer. Non, il n'y a pas plus sensible que moi. Je suis d'une sensibilité incroyable. Rien ne me fait pleurer. Un chanteur qui est mal reçu et qui ne nous étend pas sa voix, ça me touche. Un geste, un pauvre qui est généreux et qui donne quelque chose, n'importe quoi, ça me touche. Donc, vous ne pouvez pas dire... non, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne m'étais pas engagé dans l'armée. J'étais dans l'armée à l'âge de 9 ans. Donc, vous comprenez? Vous avez été avec mon petit sac frappé à la porte d'une caserne. C'est mon père qui m'a mis dans une école. Une école qui répondait à l'Institut national de pédagogie, sauf qu'elle était encadrée par des militaires. Et nous avons été élevés dans l'amour indéfectible de ce pays. On a été, d'ailleurs, les cadets de l'époque, ce sont des naufragés. Les cadets, des anciens cadets qui sont devenus... Ce sont des naufragés, ils ne se reconnaissent plus dans cette société. Ils n'ont jamais été élevés dans une société aussi corrompue, aussi traîtresse, aussi fourbe. Et ils sont complètement, ils vivent presque dans une sorte de repli. Hein, et ils ne comprennent pas parce qu'on a été élevés autrement. Et beaucoup de gens regrettent d'avoir connu cette éducation qui était d'une candeur, d'une naïveté assassine. Voilà. Bon, malheureusement, donc, c'est vrai que les moudjahidines, avec l'idée justement de l'armée algérienne, les moudjahidines, etc., nous donnaient une autre vision, je crois, de l'armée. Mais, je ne sais pas, les contingences, l'histoire, les intérêts qui viennent d'ici et de là, l'influence des forces étrangères, etc., ont fait que, peut-être, des dérives sont arrivées à un moment donné de l'histoire. Et puis, on s'est retrouvé dans un engrenage où, justement, la vérité, qui peut nous dire aujourd'hui la vérité, justement? Est-ce que l'armée était du bon côté ou du mauvais? En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous êtes sortis de là pour entrer dans l'univers de la création et donc, vous avez apporté la vie. Voilà. Non. Ça fait plaisir. Alors, ce sont des questions qui ont été posées il y a 20 ans, quand il y avait cette campagne médiatique française contre l'armée algérienne. Lorsque Bouteflika disait « Je ne peux pas introduire les réformes que vous me demandez, alors que j'ai des généraux qui m'empêchent de le faire, il faut les éliminer. » Et lui, tout ce qu'il voulait, c'était éliminer ces gens-là. Il les a éliminés, puis il a pris les rênes de ce pays, il a fait ce qu'il voulait. Il en a fait, j'allais dire, une grossièreté. Il a pris ce pays fantastique, ce peuple fantastique, il en a fait, je sais pas, un dépotoir. Voilà pourquoi. Donc, c'était une campagne médiatique. C'est Alger qui a demandé cette campagne. C'était Bouteflika en personne qui a demandé l'aide de la France pour qu'ils éliminent l'armée.
L'armée algérienne, moi je le dis, ça fait 20 ans que j'ai quitté, je n'ai pas changé d'un iota. Et c'est peut-être ça. Certains m'ont fait croire que le fait de reconnaître certaines dérives, on allait me dérouler le tapis. J'ai dit, je ne trahis jamais mes morts. Et mes morts ne sont pas des assassins. L'armée n'a commis aucune... Il y a eu, mais c'était à titre individuel. Il y avait par exemple des sous-officiers ou des djounoud qui ont tué pour se venger. Parce qu'en Algérie, surtout au début des années 93, on assassinait toute une famille pour que le fils qui est dans l'armée vienne à l'enterrement et être assassiné à son tour. Et il y avait toute une saloperie qui était faite pour essayer de faire un maximum de mal et pour terroriser la population. Mais l'Algérie, l'armée algérienne, moi je peux vous le dire, je n'ai rien gagné avec l'armée. J'étais un excellent officier, j'étais le plus jeune directeur régional de l'Algérie, le plus jeune. Ouais. Hein, j'avais tout devant moi et pourtant je suis sorti commandant. Mes subalternes sont devenus mes supérieurs. J'ai occupé le même poste pendant 13 années. 13 années, le même poste parce qu'il était face à la mort. Alors, on n'a jamais pensé à m'envoyer me ressourcer dans une ambassade, quelque chose comme ça. Et je suis resté commandant jusqu'à la fin. Et mes subordonnés qui étaient des sous-lieutenants, des lieutenants, ils sont devenus commandants, lieutenant-colonel, moi je suis resté dans le même poste. Donc s'il y a quelqu'un qui pourrait vraiment vomir cette institution, c'est moi. Mais je ne peux pas lui reprocher ce qu'elle n'a pas commis. Vous comprenez? Merci pour ça. Ce sont des questions qui m'ont été posées 20 ans avant et je ne changerai jamais. Voilà. Écoutez, je n'ai besoin de personne. Ce n'est pas l'armée qui m'a fait, ce n'est pas les institutions littéraires françaises qui m'ont fait. Je me suis fait tout seul, contre vent et marée, et j'ai ma dignité, et surtout, ma dignité n'est rien si je commençais à négocier avec la dignité des autres. Voilà. Merci pour votre leçon d'une force de vivre, je dirais, incomparable. Voilà. Merci, c'est Abdelmalki. C'est Fouad. Comme je vous ai promis, je reviens vers vous pour pouvoir... Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon. C'est bon. Alors, je vais encore une fois saluer la présence extraordinaire de Yasmina. Je vais rappeler le nec plus ultra auquel nous avons droit ce soir. Et je vais dire une chose aussi, c'est que si l'armée algérienne, avec toute la réputation qu'elle a pu produire un auteur aussi fin, aussi délicat, aussi fort, avec toute la sensibilité qu'il développe dans ses œuvres, avec toute la sensibilité, le franc-parler, l'engagement qu'il a su raconter, produire dans ses œuvres et dire avec son franc-parler, je crois que l'armée algérienne aurait perdu en lui un grand officier, mais la littérature mondiale a gagné un grand auteur ce soir. Merci. Et ce que j'aimerais rappeler aussi, c'est que ce genre de webinaire nous permet de renouer avec nous-mêmes, parce que Algérien ou Marocain, c'est du kiff-kiff, c'est du pareil au même. Les Tunisiens, il faut aussi des Tunisiens. Moi, je suis les Libyens aussi, bien sûr, tout le Maghreb. Je pense que nous sommes une seule entité et que nous partageons pratiquement les mêmes peines, les mêmes espérances. Et que nous avons aujourd'hui la mission en tant qu'intellectuels, en tant qu'intervenants dans la chose culturelle, la chose publique parfois, d'agir au maximum pour enlever ces frontières, pour encore une fois abolir les frontières qui nous séparent les uns des autres. Et je crois que le rôle de ça ne dépend pas des artistes. Absolument. Ça ne dépend pas des artistes, ça ne dépend pas des écrivains, ça ne dépend pas des peuples. Mais ce sont des stratégies purement occidentales, des stratégies de prédateurs qui nous empêchent. Mais nous ne devons pas laisser la chaise vide. Nous devons absolument, à chaque fois que cela s'offre, il faut qu'on arrive à dire ce qu'on pense et à dire notre union, notre symbiose, à être ensemble, et notre symbiose à travailler ensemble et à collaborer ensemble. Nous avons été très, très honorés de votre présence, Yasmina. Et je pense aussi que vous êtes un peu, quelque part, il y a une satisfaction aussi quelque part chez l'auteur que vous êtes de recevoir ces Marocains qui vous aiment, qui partagent avec vous beaucoup, beaucoup d'affinités.
et que très tôt, j'en ai la certitude, très tôt, on va se revoir et on va pouvoir, encore une fois, approfondir ce débat et le rendre encore le plus large possible. Merci encore une fois. Merci. Pour que Marocains ou Tunisiens ou Algériens, c'est le même accueil. Hein. Quand je vais en Algérie, en Tunisie ou là au Maroc, on dirait que je suis en Algérie. C'est le même accueil, le même enthousiasme parce que tout simplement, ils sont fiers. Ils sont fiers et je n'ai jamais... Enfin, j'ai été un peu digne de leurs rêves quand même, digne de leurs revendications, digne de... Voilà, c'est tout. Donc, ces frontières-là devraient disparaître. Mais je ne comprends pas comment, à partir de nations complètement disparates, on est en train de construire l'Europe. L'Europe avec toutes des histoires absolument terribles. Il y a eu des guerres, la Grande Guerre, la guerre 1800, enfin, des guerres séculaires, avec des langues différentes, des croyances différentes, des religions différentes. Il y a des royaumes, il y a des républiques, il y a des dictatures. Et ils sont en train de construire une même masse, un même socle, un même réceptacle de toutes les prières européennes. Et nous sommes un même peuple, une même nation, une même histoire. Et on n'arrive pas à construire le Maghreb. Alors que nous avons tout pour être heureux. Hein. Nous avons absolument tout pour être heureux. Nous pouvons faire des merveilles sur le bassin méditerranéen et apporter notre part ou notre pierre à l'édifice de l'ensemble de la Méditerranée. On pourrait aider le bassin méditerranéen à être un espace de paix, de progrès, de convivialité et peut-être même d'ambition commune. Voilà, nous pouvons, mais malheureusement, il y a des gens qui sont assez bêtes et qui croient que plus ils sont dans le complot, plus ils sont dans la diablerie, plus ils sont proches de leur propre idéal, alors qu'en vérité, la diablerie n'a pas d'idéal, elle n'a qu'un enfer au bout de son rêve. Un enfer tout simplement. Merci Yasmina, merci pour tout. Et on va clôturer ce débat avec cette bonne note d'union ou de rapprochement entre les peuples d'une manière générale. Je vous assure que vous êtes notre cadeau de fin d'année. Et n'oubliez pas que nous avons rendez-vous en février aux États-Unis. Là où vous serez, je viendrai vous voir. Mais c'est vrai que j'ai un livre qui sort, c'est Khalil qui sort aux États-Unis en février. Ah, très bien. C'est Péguine ou Nantalessé. C'est Double Day, je crois, en télécap. Random House. Très bien, c'est une bonne chose. Allez, je vous dis bonne année. Merci à vous. Et à très bientôt, j'espère. Voilà. Ses descendants s'appelaient Abdelmoumen, justement, c'était quelqu'un qui a viré vers la débauche, qui a tout perdu, etc. Et vous l'aviez nommé Abdelmoumen, je me suis dit. Vous parlez de ce Richard Qaïd qui est devenu par la suite. Voilà. C'est un personnage. C'est un nom que j'ai donné comme ça, c'est pour ça que. Abdelmoumen, c'est un. Enfin, maintenant, ça me revient, mais je ne me souviens pas de l'avoir appelé. J'aurais pu l'appeler Abdelrahman. Donc, son nom n'a pas une importance. Mais c'est un type qui a été très riche et tout. C'est le grand-père de Younes. Voilà, absolument, c'est ça. Tout à fait. Et ça n'a rien à voir avec l'histoire. C'est la paranoïa maghrébine, toujours. Bien, c'est un plaisir de vous voir, de vous revoir en 2021. Ce n'est qu'à nous revoir, c'est Yasmina Khadra. On aurait l'occasion de vous revoir encore une fois. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et prenez surtout soin des autres. Comme ça, vous êtes sûr de faire un vrai travail de citoyen et une responsabilité. Merci. Qui pourrait bien sûr sauver beaucoup de vies. Ça nous angoisse, ça nous a privés des gens que nous aimons, ça nous a privés de nous déplacer, c'est terrible. Alors on espère que cette année, Inch'Allah, ça va. Très bien. Enfin, c'est le retour à la normale.
Alors, Les merci beaucoup. amis, je vous dis bonne soirée. Merci. Michel, Merci. on t'attend pour bientôt. Merci à toi, c'est Abdelrazak. C'est Fouad, c'est Abdelmalki, merci. C'est Chenouf, c'est Aziz Aourar de Chambéry, c'est Salah, Lalla Bahia, c'est Abdelrahman Marzouki, l'incontournable. C'est Wardan, notre grand artiste. Peintre, il nous a fait honneur aujourd'hui. Merci, c'est Abdelrahman. Lalla Karima, l'Ustada, coach Haddad, colonel coach Haddad. Donc, je te donne les deux. Colonel Forestier. مختار الشاوي لالا ربيعة تمسماني عيشة واشنطن Merci, c'était un honneur. خديجة السي الكبير الغازي دو مكناس السي الرفاعي لالا جميلة مون كولونيل محمد بوخرطة سميرة حريري دو خميسات وغابة زبير السي محمد حاجي دو مكناس الحاجب السي جمال دو مريرت دونك لالا خديجة aussi et notre doyen Sibel Fqih de Meknes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et je vais vous concocter un autre rendez-vous avec une grande personne très prochainement, Inch'Allah. Merci, Si Yasmina, et à très bientôt. Et bonjour à toute la famille. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir à tout le monde. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir.